et l'engagement dans le sang. Mais on a réussi à mettre des chefs traditionnels, à mettre des acteurs politiques pour continuer à les dominer, à les surveiller, pour qu'un jour, il n'y ait pas de révolution. Donc, à tout moment, là-bas, ça peut s'embraser, ça peut créer des situations invivables. Donc, dans les plateaux, c'est un peu comme ça, le budget de la défense et de la sécurité intérieure a cru à un moment donné de façon exponentielle, tandis que l'investissement agricole dans les plateaux stagne. Les rapports de la Cour des comptes, quand on a consulté récemment, montrent que des lignes budgétaires floues sont affectées pour des opérations spéciales. Comment dans un budget, on peut mettre une rubrique opération spéciale sans détailler cette opération? Parce que quand on fouille dans les coulisses, c'est que ce sont des opérations qui s'orchestrent dans les régions frondeuses, les régions considérées comme sensibles où le pouvoir injecte de l'argent pour essayer de maîtriser la population. Donc, on appelle opération spéciale. Allez lire les rapports de la Cour des comptes. Donc, le système politique ne construit pas des routes. Il construit des checkpoints dans vos esprits. Et il faut essayer de briser ces checkpoints-là que le système construit dans vos esprits. Oui, tiens, vous pouvez aller. Oui, on va demander à ce que les gens puissent tapoter le live parce que le live est attaqué. Alors, tapoter, on va prendre quelques minutes là pour permettre à Carlos de souffler. Mais entre-temps, tapotez le live, s'il vous plaît, partagez. Si vous voulez que le live continue, ben, vous n'avez rien à faire que de tapoter. Vous pouvez également au moins reconnaître en envoyant des fleurs à Carlos quand même, en lui faisant des cadeaux parce que c'est quand même extraordinaire que vous suivez ce live qui est une présentation magistrale et vous n'envoyez même pas une simple fleur à Carlos. Si j'ai sur des lives où on fait du béret, on raconte n'importe quoi, on dit des bêtises, là les gens envoient des fleurs, envoient des lions, félicitent et tout. Là où on vous présente les vrais éléments de notre lutte qui doit nous outiller pour mieux construire le rapport de force, c'est silence radio, même pas de fleurs. Je suis quand même surpris. Je sais que vous êtes très généreux et voilà, merci beaucoup. Merci Beaucoup à Forvi, merci à tous ceux qui envoient quand même des cadeaux. Genre, tous ceux qui tapotent quand même, donnez des cœurs. Si vous ne pouvez pas envoyer des cadeaux, vous avez juste à tapoter l'écran. Et plus vous tapotez l'écran, plus TikTok ne peut pas bloquer ou limiter le live pour que beaucoup de personnes puissent l'écouter. Donc, l'objectif, eux, ils sont organisés pour attaquer le live de façon à réduire la dimension du live en termes de nombre de personnes qui puissent l'écouter. Et nous qui suivons, nous sommes là et on ne réagit pas, on ne donne pas des cœurs. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Merci, Mirad. On va prendre on n'est que à 38 000 cas, alors que ça prend juste un doigt pour tapoter l'écran. Merci à ceux qui envoient les cœurs, à ceux qui réagissent. C'est très, très apprécié. Si vous aimez le live, si vous appréciez le travail qui est fait en termes de documentation, en termes d'éléments, si vous appréciez, ben, réagissez, tapotez l'écran pour supporter le live. On n'est même pas arrivé encore à 100 000 cœurs, alors que c'est gratuit. C'est juste un petit doigt sur l'écran et ça supporte le live et ça permet à d'autres personnes de nous rejoindre et partager également pour que, bon, voilà. Je pense personnellement que c'est mieux que nous ayons ces genres de live qui nous instruisent, qui nous donne les éléments, que d'être sur des lives où on raconte du béret, on parle de sexe, on parle de les gens exhibitions. Et là, bon, voilà, ça ne nous apporte, c'est du divertissement. Alors que d'autres peuples en lutte ont utilisé les réseaux sociaux comme outil de communication, outil de mobilisation, outil d'éveil de conscience qui a amené à structurer un rapport de force conséquent pour faire changer pour faire chuter le dictateur. Nous, on n'est pas vraiment à ce niveau-là encore. Donc, alors, chacun doit faire l'effort quand même d'avancer. Alors, si vous voulez que ces gens de live continuent, supportez-le. Ne permettez pas que d'autres s'organisent pour venir bloquer le live. Voilà ce que je veux dire pour permettre à Carlos de souffler. Et merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à ceux qui ont donné des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Alors, Carlos, je te redonne la parole.
Merci beaucoup, Thierry, pour cet encouragement. Je sais que ils savent que nous sommes en train de faire un travail de conscience et puis bon, il faut attaquer, il faut multiplier des attaques pour essayer de distraire et puis de ne pas se voir dévoiler les secrets de l'incompétence, de l'impuissance, de l'incapacité à pouvoir transformer les réalités des populations. Avant de finir la région des plateaux, parce que je crois que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. On n'a pas mis l'accent sur les richesses, les mines et tout dans la zone, parce que dans la géomine de la localité, il y a des traces de diamants qui ont été découvertes dans la zone, notamment dans la Kébou et aussi dans le Badou, à Awawa, dans certaines rivières et tout. On a découvert des mines de diamants, de l'or, ça, il y en a et les gens exploitent ça de façon artisanale. Mais entre-temps, on avait donné un permis d'exploitation du diamant à une entreprise, mais après, on a suspendu ce permis. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas si actuellement ce permis est en train d'être exploité en catimini comme ils savent le faire. Donc nous allons revenir là-dessus pour voir comment ils ont pris aussi en otage les richesses surtout minières de la localité. Vous savez que la préfecture, la région des plateaux, notamment la préfecture de Cloto, est aussi l'une des préfectures où on peut cultiver les pommes de terre avec beaucoup de facilité, avec une grande production. Mais le pouvoir n'a jamais réussi à développer, à encourager cette production pour que on ne soit plus dépendant de la pomme de terre importée. Parce que quand on va dans les supermarchés, Champion et Concorde et tout ça, on achète les pommes de terre, alors que on pouvait développer la culture de la pomme de terre en quantité dans les plateaux, dans le cloto, pour arriver à cela. À Elavagnon, sur les montagnes, la pomme de terre marche. Dans une localité proche d'Avetonou, il y a un blanc qui a pris une ferme là-bas, qui s'appelle Kadoma, je crois, où il a expérimenté les fraises. Il a expérimenté les fraises et quand il a expérimenté, les fraises pouvaient bien se développer dans la localité. Mais on n'a jamais réussi à encourager ces cultures. Après, bon, on lui a collé, voilà, un procès tout simplement parce que, voilà, ceci, on lui a suspendu, coupé l'électricité pour qu'il ne puisse pas développer cette ferme. Il est parti, c'est un Belge, il est maintenant en Belgique et puis il est très remonté contre le système au pouvoir. Tout simplement parce que il a tout essayé pour transformer cette localité en une ferme qui permette aux gens de quitter l'Europe, de venir faire un peu de tourisme et de vivre comme s'ils étaient dans un contexte européen. Mais il a été empêché. Tout simplement parce que, bon, voilà, il avait des velléités d'être proche de l'opposition, bien de ne pas pouvoir fonctionner comme le pouvoir le voudrait. Donc voilà un peu de ce genre de réalité. Mais je vais un peu revenir sur des cas sociaux qui concernent certaines localités, notamment la ville de Palimé, beaucoup en parlent, mais Palimé est devenu aujourd'hui un bastion de la prostitution développée. Bastion de la prostitution développée. Et puis ce n'est pas un hasard, mais c'est aussi fait à dessein parce qu'on n'a pas créé des conditions pour les jeunes filles de pouvoir aller dans l'apprentissage, de pouvoir et aller à l'école suffisamment. Donc, quand on y va, c'est là qu'on organise les séminaires, c'est là qu'on organise les formations et même des sorties pour un peu se distraire, se divertir. Mais là, quand tu vas à Palimé, la nuit, systématiquement, les filles sont alignées au bord des routes et la prostitution est développée avec ses conséquences. Récemment, quand on a tracé la route Palimé-Adeta, c'était une société chinoise qui avait tracé cette route-là, qu'on avait confié le marché. Mais quand ils sont partis, il y avait beaucoup de petits Chinois qui sont nés dans la localité. Donc, ils ont développé également la prostitution pour désorienter la population, pour créer un cadre de plaisir sexuel qui ne permet pas un certain développement de la gente féminine. Et ça également, il faut pouvoir dénoncer ces genres de situations. Mais au-delà de tout, la région des plateaux est l'une des merveilleuses régions. Quand je parle de Lavagnon sur les montagnes, quand je parle d'Agou sur la montagne, quand je parle de Palimé avec la forêt, avec les cascades de Pimé, les cascades de Womé, mais c'est extraordinaire. Avec l'art culinaire,
avec bon, le foufou, et dans l'Akebou, dans le Wawa, il y a le fonio qui se développe là-bas, et qu'on mange très bien comme du couscous. Mais c'est une localité qui, quand même, devrait attirer l'attention des autorités pour en faire un cadre idéal de culture, de tourisme. Mais ils n'en font pas, tout simplement parce qu'il faut maintenir la pauvreté, il faut maintenir le sous-développement pour laisser les gens sous leur domination. Ben, la préfecture de Pelé mérite une géostratégie. Tout simplement parce que c'est un verrou administratif qui a été créé. Parce que je vais terminer par là. Pelé n'a toujours pas été une préfecture autonome. Parce qu'avant, on appelait le Grand Cloto, et on appelait le Cloto et le Grand Cloto, qui constituaient Pelé. Mais à un moment donné, on a décidé de faire une séparation d'avec le Grand Cloto, qui est une décision purement géopolitique. Pour les populations, pendant les périodes de grève générale et la nomination du Premier ministre Kofigo, qui était de l'opposition, il faudrait créer une rupture, c'est-à-dire isoler les populations de Pelé, notamment à l'État Govier, de l'influence contestataire de Talimé. Donc, il faut essayer de créer une scission, les diviser pour pouvoir mieux organiser et voilà le règne. Donc, la tactique, en créant une préfecture, on crée des postes de préfets, de directeurs et de chefs de service qui sont tous nommés par décret. Donc, on installe ainsi une administration de surveillance au plus près des paysans. Voilà un peu la géostratégie que le pouvoir utilise au niveau de Cloto pour diviser la population. On crée une préfecture, par exemple préfecture dans l'État. Donc, quand on crée la préfecture, ça veut dire qu'on crée des postes de préfets, et des directeurs des services, des secrétaires généraux de la préfecture qui sont nommés par décret. Ça veut dire qu'ils dépendent directement de l'administration de Lomé. Et comme ils dépendent de l'administration, et comme l'administration est confondue au parti au pouvoir, donc automatiquement, ils sont les représentants directs du parti au pouvoir. Donc, on installe ainsi une administration de surveillance au plus près de paysans. Pelé, comme je l'avais dit, est situé sur l'axe stratégique qui relie Talimé à Atapamé. Donc, quand on sait qu'on veut contrôler Pelé, c'est contrôler le flux des marchandises et des idées entre le cœur du pays et le centre du pays. Donc, dans ce cadre, il faut verrouiller systématiquement pour ne pas créer une certaine fluidité. Et c'est pourquoi on a déconnecté certaines zones montagneuses de la ville à l'état de Daï et à Vetonou. On appelle une localité, la localité qui est sous la montagne du pic d'Agou s'appelle Mononou bien Notchemonou, voilà, Notchemonou, parce que c'est cette voie qui est catastrophique. Normalement, une voie qui relie directement le pic d'Agou à Notche, qui est plus rapide que de repasser par Lomé et descendre par la nationale numéro 1 pour aller à Notche. Mais cette route est catastrophique. Catastrophique. Pendant les élections, ils prennent des bulles et ils passent là pour juste faire la campagne avec des bulles devant, avec le 4x4. Mais dès que la campagne finit, la route est encore fermée. Donc voilà un peu comment ils font. Maintenant, parlons d'un système, ce que je peux appeler le système Yawa Tchegan, qui est le symbole de l'instrumentalisation de la proximité. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, c'est la figure de proue. Aujourd'hui, c'est la superstar de cette stratégie de Pelé. Son rôle dépasse la politique. Elle est le bras financier du système dans la zone. D'abord, elle était présidente de l'Assemblée, elle a été voilà, ministre récemment, ministre du Code des Travaux publics avant de revenir encore à l'Assemblée, puis de repartir comme commissaire de l'OTR. Pour elle, l'achat des consciences est le social de façade qu'elle organise. Ça veut dire que le pouvoir n'a pas réussi à créer des conditions sociales et officielles. Donc, elle sert de façade pour les réalisations sociales. Donc, pour elle, c'est l'achat des consciences qui ne se fait pas seulement le jour de faute, mais c'est un processus permanent. Parce que, d'après les informations, elle a multiplié des microcrédits sélectifs
les femmes qui sont proches du pouvoir, les femmes qui sont fidèles à elles et tout. Donc, on distribue des fonds au groupement de femmes très actives appelées à l'État sous condition d'allégeance au parti UNIR. Et puis ensuite, il y a aussi ce que j'appelle dans le système Yawa Tchegan le cadeau chantage. C'est-à-dire que une rénovation d'une école ou d'un dispensaire présentée non pas comme un droit de la population, mais comme une générosité personnelle de la baronne locale ou du chef de l'État. Ça veut dire que quand on construit une case de santé, quand on construit une école, quand on développe quelque chose, ce n'est pas un développement intégral de la nation, mais c'est un cadeau personnel du président, c'est un cadeau personnel de la dame Tchegan. Et voilà comment on arrive à servir les gens. Au-delà de ça, il y a encore un autre aspect parce qu'on parle du phénomène Tchegan. Les cérémonies traditionnelles sont transformées en meeting politique où l'argent coule pour acheter le silence des chefs cantons qui restent fidèles à l'idéologie et aux orientations et à tous les autres qui sont donnés par la dame. Depuis Lomé, elle peut appeler, elle peut dire que réunissez-vous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais la différence ou l'information, c'est que c'est de cette localité qu'est Isabelle Amegavi. Les Amegavi, Claude Amegavi, Isabelle Amegavi, Brigitte Amegavi, bon, ce sont des frères et sœurs. Ils sont de Pelé-Elé. Donc, Pelé-Elé a été naturellement une zone d'opposition aujourd'hui qui, après l'arrivée de la dame, a réussi par la corruption, par la domination, par l'influence, par aussi la violence, à ramener les populations qui parfois s'abstiennent. Et quand on s'abstient de voter, c'est les voix aussi minimes soit-elles reviennent au parti et au pouvoir. Donc, bien qu'autochtone, l'élite locale joue le rôle de ce qu'on appelle les capots, les surveillants, pour le pouvoir central. La dame utilise la langue et la culture locale pour faire passer des messages de peur. Si nous ne sommes pas au pouvoir, les projets s'arrêteront et Pelé sera oublié. C'est ça le langage. Si nous ne sommes pas avec le pouvoir, les projets que vous avez, les hôpitaux, les dispensaires, les lycées, les collèges et tout ça là, s'arrêteront et Pelé sera oublié. Donc, on fait ce chantage-là pour obliger la population à rester fidèle. À Pelé, la domination ne s'appuie pas sur des chars dans les rues, mais sur le fichage politique. Dans les villages comme Pelé Toutou et Pelé Govier, tout individu qui exprime une opinion dissidente est rapidement signalé aux autorités préfectorales. On a mis les agents de renseignement un peu partout. Ça veut dire qu'il suffit que tu poses un acte, tu parles. Même il y a une structure de lépreux, excusez-moi, appelée Akata, qui est historique. Moi, je suis déjà allé les visiter, où c'est un centre où on fait le traitement de la lèpre. Il y a plein de lépreux là-bas. Parmi les lépreux, on a injecté même des lépreux qui sont des agents de renseignement contre les autres lépreux. Vous imaginez jusqu'où le pouvoir peut aller et chercher l'information. Parce qu'on se dit que, ils sont des lépreux, c'est vrai, ils sont malades, ils sont traités et tout, mais quelqu'un peut venir les infiltrer, quelqu'un peut venir leur passer des messages. Donc, on invite les gens pour que il y a des agents qui viennent pour recueillir les informations sur qui est venu, qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a reçu telle visite, qui a fait tel téléphone, et on enregistre pour venir sanctionner. Voilà jusqu'à quel point le pouvoir politique fait un peu le jeu de la domination. Le contrôle des marchés. La place de marché, qui est le moteur économique de Pelé, sont gérés par des comités de gestion affidés au pouvoir. Si vous êtes un commerçant d'opposition, vous perdez votre place, vous subissez des tracasseries fiscales. Ça, c'est très simple. Ça veut dire qu'on connaît Pelé Elé, puisque c'est un peu le fief des Amégavides. Si vous êtes au marché et qu'on vous étiquette que pendant une manifestation de l'opposition, vous étiez là, ou bien pendant les prises d'opposition, vous êtes un peu opposant, là, vous n'allez pas avoir de place au marché. Donc, vous n'allez pas vendre. Ça, c'est une asphyxie commerciale qui se retrouve au niveau des marchés. Vous imaginez. Donc, à Pelé, dans toute la localité de Pelé, on ne construit pas des infrastructures avec l'argent du contribuable. On fait des cadeaux avec l'argent de pillage. Yawa Tchegan n'est pas l'élu du peuple de Pelé. Elle est, je ne sais pas comment je peux l'appeler, le contremaître. Le contremaître comme au temps de la colonisation, on appelle les contremaîtres blancs, envoyés par Lomé pour surveiller la plantation. Donc, la conscience commence quand on vous fait croire
qu'une route est une faveur alors que c'est votre droit le plus absolu, le plus strict. Et c'est contre cela qu'il faut lutter, qu'il faut combattre. Il faut briser ce joug. Le joug colonial uni qui voilà, asphyxie les Togolais. Et comment il faut briser ce joug? L'éducation, comment on est en train de le faire? Expliquer que l'argent distribué est l'argent détourné de la nation. Prenez l'argent, mais votez votre liberté. Parce que c'est l'argent du peuple. Ou ne prenez pas l'argent et boudez-les. Il y a aussi cet aspect où il faut désacraliser les barons. Montrer que sans leur titre de politique, ces élites n'ont aucun pouvoir réel sur le pays, sur la localité. C'est parce qu'ils sont considérés, quand vous voyez la dernière fois Kofigo, bon, c'est vraiment honteux de sa part qu'il se livre à cela en tant que sénateur, il réunit les populations, tout ça là. Il continue d'avoir le manteau de baron et d'avoir cette influence-là même, le seul fait de prononcer leur nom, ça leur donne ça crée la terreur ou bien la torpeur au niveau de la population. Donc, c'est l'union de Pelé et de Cloto qui pourra permettre de recréer le pont politique que le pouvoir a tenté de briser en créant la préfecture. Je répète cela parce que c'est très important. Le pouvoir a divisé les Pelé et le Grand Cloto tout simplement pour maintenir la domination. Donc, il faudrait que les peuples, au-delà de la frontière préfectorale, administrative qui a été créée, ils n'ont qu'à recréer le pont politique que le pouvoir a tenté de briser en créant ces préfectures-là. Donc, il faut une union de Pelé et de Cloto pour pouvoir arriver à dominer ou à se soustraire de cette domination. Donc, pour moi, la géopolitique interne du Togo repose sur le développement, sur la gestion ne repose sur le développement, mais sur la gestion de l'espace comme un champ de bataille. Le régime a divisé le pays en zones fonctionnelles pour assurer sa survie dynastique. Ce que je peux appeler la théorie des 3T, la terre, pour dominer la terreur et le transfèrement, les 3T. Le pouvoir exploite une dynamique transversale pour briser l'unité nationale. Quand on prend la terre, le foncier, des plateaux à la Cara, l'État et l'élite militaire s'approprient les meilleures terres. Je vous ai dit ici que pour faire peur à quelqu'un qui pourrait venir réclamer sa terre aux mains, propriété de colonel Tata, de général voilà, Kadanga, ou tout ça. Quand tu vois une plaque comme ça, alors que c'est ton propre terrain qu'on a usurpé, mais tu ne peux rien faire. Tout simplement parce que quand tu interviens, le militaire est là, le général est là, le colonel est là. Donc, ils utilisent la terre. En transformant les citoyens et ouvriers agricoles, ils suppriment l'indépendance financière du peuple. Alors que ce peuple dépend de cette terre-là. Et c'est cette qui leur permet de vivre. On leur exproprie la terre et on les met dans une situation de mendicité pour répondre aux meetings, aux manifestations politiques. La terreur, le maillage militaire. Chaque région est doublée d'une région militaire. Chaque région, dans la région des plateaux, comme par extension dans toutes les autres régions, est doublée d'une région militaire. L'administration civile, constituée des préfets, n'est qu'une vitrine. Et le vrai pouvoir réside dans les camps. À Takpamé, il y a le 3e régiment inter, RI, et puis il y a le camp de Temeja, qui constitue une ceinture de domination. Et ensuite, il y a le transfèrement, c'est-à-dire que l'ingénierie démographique viciée, où la stratégie consiste à déplacer les populations fidèles du Nord vers les zones fertiles du Sud et contestataires du Sud pour diluer le vote de l'opposition. Donc, ce sont les barons, les officiers, ils achètent les terres, ils disent qu'ils veulent créer une ferme et ils font venir les gens qui sont fidèles à eux, fidèles à unir pour venir rester dans leur champ avec leurs enfants, avec leur entourage pour diluer le vote de l'opposition. Donc, l'économie politique du clientélisme aussi est un facteur très important où la synthèse montre que le système fort utilise la pauvreté comme une arme de destruction massive. Le pouvoir, le système de Faure Gnassingbé utilise la pauvreté comme une arme de destruction massive. Dans les plateaux, Cloto, Agou, Pelé ont mis sur voilà, cette influence pour maintenir les gens dans une économie de subsistance qui est liée à l'armée. Comment renverser la vapeur? Pour moi,
le changement ne viendra pas d'une simple élection, mais d'une déconstruction de système. Le changement ne viendra pas seulement d'une simple élection ou bien d'un changement par des méthodes classiques, mais par la rupture, comme le développe Pyramide. Désarmer la peur ethnique. Le régime survit en faisant croire au Nord que le Sud veut sa perte. Les contre-discours doivent être le soldat de Dapan et le planteur de palmiers sont victimes du même clan, le clan Gnassingbé. Il faut créer une unité. Il faut déconstruire les mythes. Il faut faire tomber les mythes de la violence, de la peur et créer une certaine cohésion pour permettre à toutes les populations de pouvoir se retrouver. Donc, voilà un peu sur le plan structurel ce que je pourrais dire sur la région des plateaux. Si l'occasion se permet, hein, si c'est opportun, on peut revenir maintenant sur la géomine, les mines qu'il y a dans la localité, comment elles sont exploitées, qui sont ceux à qui sont attribués les marchés, pourquoi certaines mines ne sont pas exploitées et qui fait quoi dans l'ombre. Nous allons revenir en cela avec des chiffres pour créer un peu une situation. Donc, la conclusion, c'est que le rapport de force est très important. Non seulement sur le plan politique que nous connaissons de façon générale, mais aussi dans tous les compartiments de la société de Lomé à Dapaon, dans les régions des plateaux, et dans les préfectures de Logou, dans les préfectures de Hamou, les préfectures de Wawa, les préfectures de Raro, préfecture de Moyen-Mono, préfecture de l'Est-Mono. Dans toutes les préfectures, il faut un éveil de conscience, il faut se révolter. J'ai toujours dit qu'il faut faire une révolution interne qui fait bouillonner le sang dans son organisme, dans un engagement, comme le magma bouillonne avant de sortir pour créer voilà, un séisme, voilà, une situation qui permet de déstabiliser et de déconstruire la domination sempiternelle du système fort Gnassingbé. Je crois que je suis arrivé à un niveau et on va ouvrir le débat parce qu'il est déjà 3h30 et on va pouvoir recevoir les contributions. Et il y a des gens qui se sont un peu vus dans ce que j'ai développé. Il y a des gens qui en connaissent mieux, qui peuvent mieux développer, témoigner, qui veulent poser certaines questions pour avoir d'autres précisions. Nous sommes à leur disposition pour répondre à toutes ces préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Carlos, pour cet exposé magistral, très nourrissant, très enrichissant, qui nous apporte un éclairage certain, lumineux, sur des réalités que nous ne connaissons pas ou nous ignorons et qui, in fine, devaient nous amener à prendre conscience de la profondeur du défi, de la pesanteur du défi et de mieux structurer notre réponse stratégique pour déraciner ce régime. Je voudrais juste ajouter, avant de laisser la parole, quelques éléments complémentaires. Le premier est tout ce que tu viens de nous relater et qui est une réelle structure d'oppression du régime est bien pensé. Et ça a été pensé sur deux angles. Le premier, c'est la déconstruction, c'est le renversement paradigmatique de la vision de Sylvanus Olympio. Et l'élément historique est, je dirais, une torche qui va nous éclairer sur cette dynamique et pourquoi le RPT-UNI ou ceux qui l'ont pensé agit ainsi. Rappelons-nous que le CUT, qui a été le mouvement nationaliste avec lequel l'indépendance a été obtenue, a été créé, ou en tout cas officialisé à Palimé. Parce que dans un premier temps, la lutte de Sylvanus Olympio des Pères voudrait réunir le Togo britannique et le Togo français. Et quand ils sont allés à l'ONU, on s'y est opposé parce que, bien évidemment, les Britanniques voulaient garder leur part du butin, mais aussi, l'argument,
c'est que, et cet argument évoqué par les progressistes, c'est que si on réunissait le Togo britannique et le Togo français, les Evé seront majoritaires au Togo et vont donc dominer la politique, et étant donné qu'ils sont nationalistes, évidemment, eh ben, le mouvement progressiste, ou en tout cas la domination française, ne peut pas prospérer. Donc, il faut couper la partie britannique du Togo pour mettre les Evé en minorité quelque part. Parce que quand vous regardez les statistiques, les Evé constituent la population la plus majoritaire au Togo, 42% à peu près de la population. Et alors, lorsque Sylvanus a été, et il y a eu de grands nationalistes qui sont venus qui sont venus de cette région. Et on dit d'ailleurs que quand Sylvanus Olympio a été tué, c'est Akpalimé qui a eu la révolte où les gens se sont organisés pour venir à Lomé. Donc, leur passé nationaliste, leur passé de combattant, de souverainiste, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, quand Sylvanus a été assassiné, qu'est-ce que le RPT a fait? Donc, on a pris le contre-pied. On veut renverser la table. Et donc, c'est à Palimé, et Carlos, tu l'avais évoqué, où le RPT a été créé, comme croisé pour pouvoir asseoir. Parce qu'ils sont partis du fait que les Kabyais, qui sont aussi plus ou moins majoritaires au nord, parmi les populations du nord, ne peuvent pas dominer le Togo sur la base de la force s'ils ne s'allient pas à la population Evé. Et donc, il fallait créer le RPT dans le bastion à Palimé, en 69. Et à partir de là, toute la structure, c'est de s'appuyer sur des cadres Evé pour mieux garder la domination. Et vous allez pu voir que cette jonction Kabyais-Evé est au cœur du système RPT uni. Tchegan, dont vient de parler, c'est elle, président de l'Assemblée nationale, qui a fait le coup d'État à la Constitution pour installer le régime. Donc, Faure Gnassingbé et Tchegan se sont unis pour mettre en place cette forfaiture, cette tyrannie, cette monarchie de la Ve République. Et quand vous remontez le temps, Eyadema s'est toujours appuyé sur des cadres Evé pour faire avancer sa cause. Rappelez-vous, dans les années 90, le général, qui était le général au chef d'état-major particulier, c'était Ameyi. Ameyi vient de cette région. Kofigo, à la conférence, la candidature de Kofigo est passée. Pourquoi? Parce qu'il venait de cette région et il a été soutenu, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, par Eyadema dans la salle, contre le professeur Ninevi. Et on a vu la suite quand Eyadema a attaqué la transition. Kofigo a été remis sur la place et Kofigo a appelé à soutenir Eyadema. Toujours ce lien-là, et Kofigo continue jusqu'à ce jour à soutenir le régime jusqu'à devenir sénateur. Vous voyez? Donc, il y a ce lien, et donc c'est un appel au cadre, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui sont sortis de cette région, très très brillants, vous voyez? Mais certains ont choisi d'embrasser le régime, d'être le pilier du régime contre la volonté du peuple togolais d'arriver au changement, d'arriver à la souveraineté. Et ce lien incestueux, ce lien, je dirais, politique, ce lien qui est de l'ordre un peu de la mafia, d'un complot, n'est-ce pas? C'est comme unissons-nous, donnons-nous la main pour pouvoir maintenir la domination sur le pays. On a cité les intellectuels, les Kokoroko, les Klassou, comment on l'appelle, Adoboli. Ils sont nombreux, les Voulé Frititi, les Agbobli. Ils sont nombreux, ces intellectuels, mais qui sont restés soit mi-fi demi-raisin, soit carrément à côté du régime, le cas de Degli, par exemple. Et donc, qui ne permet pas, n'est-ce pas, ce changement qualitatif d'arriver, ou bien ils sont dans la lutte, à un moment donné, tu les vois faire reculer et jouer un peu comme si, bon voilà, aujourd'hui, Faure est devenu leur enfant, est devenu leur, comment on l'appelle,
Est-ce que c'est Nineyovi? Non. Euh, comment la maman de Fort venant de Logou, donc, Fort est devenu, oui, Nineyovi, n'est-ce pas? Nineyovi. Oui, c'est exactement Nineyovi. Donc, on ne peut pas rejeter notre Nineyovi. Et quelque part, c'est notre enfant. Et donc, on ne voit pas le changement politique comme étant vraiment quelque chose qui est bien parce que et donc, quelque part, il y a cette complicité tacite qui fait que là où la révolte doit émerger, la révolte n'émerge pas parce que la corruption est passée par là, les promesses de peau sont passées par là, on fait partie du pouvoir quelque part et par conséquent, on peut laisser les choses aller contre la volonté du peuple. Tous ceux qui sont nationalistes de ce milieu-là, eh bien, on les prend en partie, on fait tout pour soit les exiler, les tuer ou les éliminer. Le cas le plus emblématique, c'est le ministre de, comment il s'appelle, des Affaires étrangères, qui est le porte-parole Doucet. Doucet est lié à la famille Agbobli. Oui. Ce sont ses oncles. C'est son oncle. Il a été quelqu'un qui a écrit un livre au départ pour dire l'Afrique est malade de ses dirigeants. Il était proche de Gilchrist Olympio. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le porte-flambeau, l'architecte même, l'architecte du système politique et diplomatique. Diplomatique du régime de Faure Gnassingbé. Voyez comment ces gens-là, par intérêt personnel, par intérêt égoïste ou par intérêt de clan, finissent par devenir des piliers de ce régime. Je ne dis pas seulement que c'est seulement dans la région. On est en train de parler de la région des plateaux. On a fait la même analyse au niveau de la région de Kara. On a cité des noms des Kabyles qui supportent le régime. On l'a fait pour la région de Sokoré. La région centrale, on l'a fait pour la région de Dapa. On fera la même chose pour la région maritime. Et donc, des cadres viennent un peu partout du Togo. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire ce lien incestueux de ces intellectuels, de ces fils du milieu, de ce milieu-là, qui sont les piliers du régime et qui continuent pas à asseoir, n'est-ce pas, cette domination et qui font que le changement a du mal à arriver. Et donc, c'est un appel à eux, à leur conscience. Parce que quand cette complicité continue, eh bien, on dit que le régime ne tombe pas, mais les soutiens, ben, c'est vous, pour vos petits intérêts. Mais in fine, le développement ne se fait pas. Les infrastructures ne sont pas là. L'investissement dans l'ingénierie sociale n'est pas là. Et donc, on ne comprend pas qu'un Kofigo peut venir d'un village et il n'y a pas de route jusqu'à présent. Mais il continue pas à soutenir ce village-là. Un Degli vient de cette région. Mais qu'est-ce qu'il faut en tant qu'intellectuel, en tant que les gens qui sont éduqués pour changer qualitativement la vie de ces milieux. La complicité, d'accord, mais à la fin, ce n'est pas seulement pour résoudre des besoins matérialistes, personnels, égoïstes, mais il faut penser à sa région et à sa société. Donc, ils ont une responsabilité, en tout cas, dans la bataille pour le changement et l'alternance politique au Togo. Donc, il faut briser comment on l'appelle, ce pacte Kabylie-Evé, ou en tout cas une partie des Kabylie, une partie des Evé, pour que l'alternance politique arrive, parce que ça a été fondé sur ou dans le bastion du culte pour faire en sorte que le nationalisme ne revienne jamais au Togo pour dominer. Enfin, la question militaire. Là, tu as évoqué le camp de Témédia, qui est un camp de répression. Et à chaque fois qu'il faut faire il y a des manifestations dans la région, c'est de ce camp-là que viennent les militaires pour massacrer, pour tuer et blesser. Et il y a beaucoup de militaires tortionnaires dont nous avons documenté leurs crimes qui viennent de cette région essentiellement ou qui ont dirigé le camp de Témédia et toutes les exactions qu'ils font sur les autres militaires. Vous aurez pu remarquer ou remémorer que le camp Otadi, par exemple, pour les militaires, la punition, je pense que Zobéa ici peut-être pour revenir sur cet aspect, mais c'est à Otadi sur la montagne. Et il y a un camp de torture qui est mis en place pour les militaires eux-mêmes. Quand on t'envoie à Otadi, c'est fini pour toi. En tant que militaire, tu ne reviendras pas vivant. Et donc, beaucoup de crimes, d'exactions
de violations systématiques des droits de l'homme, de terreur, de violence, de tueries se sont passées ou continuent à se passer dans cette zone. Et c'est un verrou militaire d'oppression sur le peuple togolais et sur l'armée elle-même. Enfin, il faut aussi noter que c'est à Atapamé, Gruniski, qui est donc le patron du PTP, le Parti du Progrès, qui a refusé l'indépendance. Il vient de là. Et donc, il y a quand même à Atapamé un certain legs des gens, puisque après, bon, voilà, après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, ils se sont liés. Le PTP a gouverné le Togo. Et puis après, les militaires ont fait une jonction. Donc, il y a toujours un courant à Atapamé qui ne veut pas le changement, ou en tout cas qui est le bastion. Et c'est pourquoi on a installé, par exemple, le commandant Poulom à Atapamé. Et donc, pour déconstruire les choses, il va falloir cibler ces bases-là et savoir aussi comment agir là-dessus, parce que ça remonte à l'histoire. Ça remonte à des formes de domination et de décapitation carrément, d'éveil de conscience de résistance du peuple togolais. Voilà, c'est quelques éléments que je veux ajouter au développement que tu as fait de façon brillante, et je te remercie pour tous ces éléments. Maintenant, on laisse le débat ouvert et les contributions des jeunes. Claudine, tu as la main pour arbitrer le débat. Merci, Ché, merci, Carlos, pour tout ce développement. Moi, j'en apprends des choses sur notre pays, le Togo. J'espère que c'est le cas chez tout un pays. Donc, si j'ai bien compris, selon les présentations, la région des plateaux est-elle la plus grande région au Togo? Et avec 9 préfectures, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est la plus grande préfecture. Et je ne sais pas si Tom le Yoruba est là avec nous. Donc, Béa, Aurélien, si vous avez des compléments, des questions. Et ceux qui ont des questions, vous pouvez monter, demander la parole et monter. Et ça sera un plaisir de vous monter si vous avez des questions ou des compléments. Moi, ma question est de savoir, et c'est un truc qui me préoccupe. Est-ce que venant de la préfecture, de la région de la Kara ou de la région des lacs, région maritime, je me corrige, est-ce que je peux me lever et aller acheter un terrain dans la région des plateaux? Si oui, en tant que quelqu'un, un journaliste, ou pour avoir vécu dans plusieurs de ces coins, et qu'est-ce que vous allez conseiller à quelqu'un qui veut, par exemple, prendre des hectares ou un terrain dans la région des plateaux? Merci. Et pourquoi? Voilà, c'est ma question pour vous. Ok, je peux aller directement en attendant que d'autres questions arrivent. La région des plateaux, comme c'est une région très riche, est envahie par des acheteurs, et principalement les plus riches, et qui sont les plus riches au Togo, ce sont les militaires, ce sont les barons du système et du régime. Et quand vous quittez, un jour, j'étais avec un ami qui est de Dagou, et on a quitté Lomé, bon, on est arrivé à Véton. Et quand on a quitté Aveton jusqu'à arriver à Agou, vous allez voir que c'est la brousse. Il m'a dit, tu imagines que toutes ces terres-là sont achetées par des gens. Quand tu vas sur la montagne d'Agou, tout est acheté. Donc, des gens l'achètent tout simplement pour sauvegarder. Ils n'en font rien. Ils empêchent les propriétaires ou bien les riverains ou les habitants de développer une culture, de cultiver. Et ils mettent ça comme ça en jachère. Ils n'utilisent pas. Tout simplement parce que c'est un bien personnel. Donc, la plupart des terres dans la localité, puisque les populations n'ont pas les moyens, je vous disais la dernière fois dans une masterclass que le pouvoir togolais, surtout la famille Nyassibé,
a décidé à un moment donné, avec la complicité des étrangers chinois, indiens, d'acheter tout le Togo. On essaie de voir un peu les communautés ou les villages qui ont une grande superficie de terres cultivables ou de terrain rural. Et on leur dit, quelle que soit la localité, quel que soit le nombre d'hectares que vous avez, nous, on les achète à 2 500 000 l'hectare. On les achète à 2 500 000 l'hectare. Ils sont venus même jusqu'à chez moi, à Salama et tout ça là, pour le faire. Donc, quand vous acceptez, si vous avez 10 hectares, bon, vous avez 25 millions qui refusent les 25 millions. Ils prennent, et puis eux, ils signent le contrat que le terrain leur appartient et ils disent que c'est pour la culture, bien le développement d'une culture ou bien d'un projet avec les Indiens ou bien pour planter les eucalyptus. Vous savez, les eucalyptus servent à faire du parfum, c'est des plantes médicinales et puis il y a aussi l'huile d'eucalyptus qui est très chère et puis ça sert aussi à faire du papier et des cartons. Il y a aussi les bambous. Donc les Indiens développent des cultures dans ce sens. Mais ça appauvrit systématiquement les terres quand on utilise les eucalyptus. Ça, c'est la stratégie de Kwame Klousset, ancien premier ministre du Togo. Quand vous allez à Lomé, vous quittez Lomé pour aller à Kalimé, vous quittez Lomé pour aller à Takpamé, vous quittez Lomé pour aller, bon, à Neho, pas trop. Quand vous voyez de grandes plantations d'eucalyptus sur une grande étendue, ne doutez pas, c'est le projet de Kwame Klousset. Kwasi Klousset. C'est lui qui a développé ce système-là. Et ça appauvrit les terres radicalement. Donc, si vous voulez acheter des terres, c'est que vous pouvez aller chez des populations pour en acheter. À Kalimé, c'est beaucoup saturé, c'est devenu très cher parce que l'hôtellerie est bien développée. Les gens achètent des terres pour construire des hôtels, pour construire des chambres, des logements, hébergements meublés et tout. Donc, c'est très cher à Palimé-Ville, mais quand vous allez dans les localités, en allant vers Palimé, en allant sur la montagne, à Daï, tout ça, vous pouvez trouver des petites parcelles, un lot, 2 lots, 1 hectare, mais ça revient beaucoup cher. Ça dépend du projet que vous avez. Quand vous l'achetez, il faut radicalement, systématiquement commencer à l'exploiter. Sinon, vous subirez le phénomène de double vente, de triple vente qui risquera de vous faire voilà, jeter votre argent par la fenêtre. Sinon, les terres sont très riches, les cultures sont là. Il y a même des gens, des barons qui viennent acheter des plantations de café et de cacao. Vous savez, la production de café et de cacao, c'est sur plusieurs années. Et quand on fait la récolte, on laisse l'année suivante, ça se produit encore. Donc, les gens viennent acheter les hectares de plantations de café et de cacao. Ici, des paysans qui sont pauvres et ils laissent faire. Quand vous arrivez à Agoté, par exemple, au lieu de continuer directement sur Elé et aller à Amou, il y a une petite voie qui monte à partir d'Agoté jusque sur la montagne, à la frontière du Ghana. Là, il y a de grandes plantations. Il y a de grands hectares de terre qu'on peut utiliser, qu'on peut acheter ou bien qu'on peut développer au profit de la population. Mais là, il y a des conflits entre les autochtones propriétaires et les Kabyles qui sont venus s'installer sur la montagne pendant plusieurs années et qui disent que du droit pour avoir vécu longtemps dans la localité sur la terre, l'avoir exploité, sont devenus des propriétaires. Et quand on va à la gendarmerie de Sodo ou bien d'Amlamé, on donne le tort aux propriétaires, tout simplement parce que le commissaire, le CB, il est de l'administration politique qui se trouve être du RPT UNIR, donc il est obligé de soutenir le Kabylie contre voilà, l'autochtone. Voilà un peu le phénomène qui se passe. Donc si vous voulez acheter des terres, faites beaucoup attention, parce que vous risquez de tomber dans ces cabales, dans ces pièges-là, quoi. Merci, Carlos, merci, Che. Est-ce qu'on a d'autres questions, Monsieur Tom? Jogbert, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Toujours debout. Très silencieux et en écoutant, en prenant note. Et je constate que au fur et à mesure que nous partons du nord en descendant vers le sud, et là nous sommes déjà au niveau de la région des plateaux,
Et je vois que le phénomène prend des tournures beaucoup plus dramatiques. Et je ne sais pas comment est-ce que, même si ce régime part, comment est-ce que la nouvelle administration va parvenir à régler de tels carcans qu'on met autour du Togo et à l'intérieur du Togo. Ça va créer un problème non seulement administratif, mais des problèmes communautaires et aussi un grand problème économique pour le Togo. Et je n'arrive pas à voir quelle est la nature de cette politique régionale et comment est-ce que l'on peut penser maintenir un pays indépendant dans cette forme de balkanisation. Et j'ai bien peur. Parce que la tâche des futurs gestionnaires de ce pays va être ne va être, franchement, j'arrive pas à trouver mes mots. Et je n'arrive pas à voir quelle forme de gestion corrective qu'on va mettre en place ces terres-là, le retransmettre à leurs propriétaires d'origine ou bien à la communauté locale, et ensuite développer un projet qui peut restructurer, remembrer ce territoire et les rendre beaucoup plus exploitables économiquement et même politiquement. Je suis effrayé. Franchement effrayé. Et je cherche dans les exemples de remembrement comme ça des territoires, et je ne trouve aucun système déjà éprouvé sur le terrain qui va permettre aux Togolais et surtout aux nouveaux gestionnaires de pouvoir faire quelque chose avec le Togo. J'y arrive pas. Je ne comprends pas. Voilà. Et comment est-ce que une administration peut agir de la sorte? Problème au sein des Togolais eux-mêmes, des différentes communautés. Problème à l'étranger aussi, parce qu'il y a des étrangers qui viennent et qui participent à cette balkanisation. Je ne sais pas. Quitte, la seule solution que je vois et que j'ai fini par trouver, c'est la nationalisation de force. C'est la renationalisation d'un pays qui nous appartient déjà. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, Carlos. Je vois ton sourire parce que je vois que tout de suite tu as vu ce problème politique, ce problème, comment on appelle, géographique, ce problème économique, enfin l'empilement de tous les problèmes à cause de ces genres d'actes ou bien de ces genres de décisions d'un gouvernement, mais complètement inconscient. C'est de l'inconscience. Et on ne gouverne pas une nation dans l'inconscience. Sinon, on crée des problèmes qui vont être séculaires et dont les réponses ne seront pas trouvées de manière satisfaisante. Et une fois, quand bien même qu'on a la volonté de pouvoir les régler avec beaucoup de sagesse et beaucoup de justice, quoi. C'est affolant. C'est affolant. Et vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais te remercier toi et Tché, d'avoir initié ces masterclass qui nous décrivent région par région le système organisé par ce pouvoir-là depuis 60 ans. Nous sommes dans des problèmes
qui peuvent entraîner définitivement, si on n'a pas de solution, dans une guerre civile probable. Probable. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si les partis politiques, les Togolais eux-mêmes se rendent compte dans ce dans quoi ils sont et ce dans quoi on les pousse à se mettre au quotidien. Et je ne sais pas. J'ai pris des notes, mais je ne vois pas de fil conducteur qui peut nous faire lire clairement l'objectif de cette politique. Si c'est juste pour asseoir un pouvoir, pour conserver et maintenir une famille au pouvoir, là, c'est de l'absurde. C'est de l'absurde. En tout cas, je laisse le problème comme ça, avec tout ce que j'entends là. Je vais essayer d'y revenir sur ces notes-là dans la semaine pour voir comment est-ce que l'on peut trouver une solution de règlement une fois que ce gouvernement quittera le pouvoir. Là, je vais juste... ce sera pas une question. C'est de voir quel est le rôle des administrés eux-mêmes dans cette localité-là. Est-ce que les réactions sont des réactions qui permettent à pousser les préfets ou bien les chefs traditionnels à se réveiller, à essayer de dire halte à un moment donné, ou bien il y a un laisser-faire total. Et c'est ça, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'un truc comme ça se passe et que personne ne réagisse. Et que même dans l'administration, parce que j'ai essayé tout à l'heure d'aller voir, est-ce que l'administration de ces localités, le pouvoir central, lui-même produit des choses pour essayer de décrire la situation, il n'y en a pas. Si aujourd'hui tu ne viens pas nous l'expliquer, on considérerait encore que le Togo est une nation avec sa forme longiligne du nord au sud et que c'est un territoire avec une géographie cohérente. Là, ça apparaît physiquement comme ça. Mais quand on rentre dans les détails, nous savons un territoire qui a un contour géographique précis, mais dont les détails sont dans un brouhaha ou bien dans un fouillis, comment ça s'appelle, territorial, dont on n'a pas le sens. Je ne sais pas. Pour quel but? À quoi ça sert? Quels sont les résultats attendus? Quel est l'objectif? Voilà, je ne sais pas. Moi, ça me crée... J'ai jamais vu ça quelque part. Hein. Même en Chine, on n'a jamais remembré les territoires comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que, Carole, si tu as des exemples, je n'ai jamais vu ça. Le Togo est un État particulier. Moi, je le dis avec beaucoup de facilité parce que j'ai tellement fréquenté les milieux, j'ai vécu ça, que ça ne me choque pas. Tu vois que, comme toi, tu es un peu à l'étranger, bien avant moi, et tu as quitté le Togo il y a longtemps, ça te choque. Mais pour moi, c'est devenu la norme dans la localité. Et quand tu parles des administrés, ils n'ont pas le choix. Quand tu veux te révolter, tu es réprimé, tu es interpellé et tu es convoqué à la gendarmerie, à la police. Et la gendarmerie est là, mise en place dans les localités pour juste terroriser la population. C'est-à-dire que quand tu entends gendarmerie, ce n'est pas une question de te dire que tu es en sécurité. Quand dans le Pelé, on ne parle plus de gendarmerie, on dit, et je vais aller te signaler à Goudévé, parce que c'est à Goudévé que se trouve le commissariat et la gendarmerie, c'est un peu la capitale du commissariat. Donc on dit, tu vas aller, c'est comme si avant on disait, on va te convoquer à Zébé. Zébé, ça veut dire que c'était la capitale
de l'administration coloniale. C'est là où il y a le commandant de cercle qui pouvait te fesser, qui pouvait te faire des trucs. Donc, on dit, on te convoque à Zébéla, ou bien tu prends la poudre d'escampette, ou bien tu prends tes dispositions. Donc, c'est comme cela dans la localité. On dit, on va te convoquer à Goudévé, et sache que tu vas là-bas, c'est pour, on va te mettre en détention pendant longtemps, tout simplement parce que tu as critiqué, tu as dit quelque chose, tu t'es opposé. Et quand on convoque une réunion, ou bien un meeting, ou bien une visite des autorités, mais on guette tous ceux qui ne vont pas être présents. Donc on sait que tout le monde doit être présent. On sort les élèves des classes, on fait des trucs, on mobilise les chefs quartiers, ils mobilisent les gens. Parce que, à ce rendez-vous, à la fin, on va peut-être donner 1000 francs, on va préparer à manger, et on va donner de la boisson. Et c'est ça qui fait la fête. Je vais vous lire l'article de la dernière visite. On dit, ce samedi 24 janvier 2026 à 15h30 à la mairie de Kpélé 1, ça c'est à Kpélé-Élé, une délégation parlementaire conduite par le doyen des sénateurs et ancien premier ministre M. Kofigo Joseph a adressé ses vœux de bonne et heureuse année 2026 à la population. À cette occasion, la délégation a également apporté une explication du discours du président du Conseil, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, à l'endroit de la population togolaise. Ce message présentiel se résume autour de 3 axes majeurs: protéger, rassembler et transformer, en vue d'assurer une meilleure condition de vie, une sécurité renforcée et un développement durable. La délégation était composée de la sénatrice Madame Adbobli Apetiani, de l'honorable député Daké, de l'honorable député Amaglo, du conseiller régional M. Gadier, du représentant de Madame la préfète de Kpélé, du maire de Kpélé 1, M. Aboti, des maires adjoints de Kpélé 1 et de Kpélé 2, ainsi que du leader Melesusu Yao Raphaël, président des jeunes et étudiants. Vous voyez, à cette activité, à cet événement, regardez un peu tous ceux qui sont alignés, qui sont arrivés. Donc l'administration locale même est restée complice et a mobilisé des gens. Donc ceux qui ne viendront pas seront facilement identifiables et identifiés. Et on pourra organiser les représailles. Et ils ont tous les moyens de le faire. Ils vont même jusqu'à refuser à ta femme d'accoucher quand tu vas à l'hôpital, tout simplement parce que tu ne fais pas partie du parti au pouvoir ou tu ne soutiens pas le pouvoir. On empêche. On va jusqu'à dans les détails. Mais ça, c'est scandaleux. Ça va vous choquer. Dans les détails, pour voir que, bon, on vient dans la classe. Quels sont les élèves qui n'ont pas payé leurs frais de scolarité, le collage, et on voit les enfants des opposants. Et s'ils n'ont pas payé, c'est eux qui sont les premiers à sortir. On les sort et puis on laisse le reste. C'est les enfants de ceux qui, dont les parents sont engagés dans unir. On peut les laisser. Donc, il y a toujours cette sanction sélective qui se fait dans tous les milieux, que ce soit au niveau du foncier, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'éducation, au niveau des communautés, des activités génératrices de revenus. Si vous êtes une femme et que votre mari est de l'opposition, vous n'allez pas bénéficier des bonnes œuvres, de la magnanimité de Madame Tchegan qui donne fait des prêts microcrédits ou des cadeaux microcrédits au nom du chef de l'État aux femmes pour développer leurs activités. Donc, il y a ça. Ça veut dire que, j'ai toujours dit que le Togo est sur une bombe à retardement. Et si on ne crée pas les conditions pour éviter ça, mais ça risque d'exploser quand le système va changer. Parce que c'est comme un système informatique qu'il faut formater et réinstaller. On ne va même pas faire une mise à jour parce qu'il n'y a pas de logiciel pour faire les mises à jour. Il n'y a pas d'antivirus pour faire ça. Il faut formater, remettre tout à zéro et recommencer. C'est ça. Oui, et même dans le reformatage, je ne vois pas les voies ou bien les clés que peut disposer la nouvelle administration pour y parvenir. Et c'est ça, cette lecture-là qui manque. Et je me dis, mais que ce problème, on va le traîner jusqu'à quand? Et quand je regarde Monsieur Classou, mais il a fait la géographie à Bordeaux. Je l'ai croisé là-bas. Et je crois même que probablement il a dû suivre quelques-uns de mes cours. J'étais chargé de cours à l'époque. Mais franchement, j'arrive pas. Il est plus vieux que moi, hein, mais
Quand il est arrivé, quand on le croisait sur le campus, vous savez, en France, à 24 ans, on a déjà terminé. Oh, mais c'est affolant. C'est affolant que quelqu'un de ce niveau-là tient une région où cela se passe. Franchement. Et puis, en prévision d'aujourd'hui, lorsque je me suis levé, j'ai commencé par fouiller quelques affaires de mon père que j'avais retrouvé, des photos des écoles qu'il construisait à Takpamé et autres là, et j'étais fier encore de le voir devant ses élèves ou les photos de classe de l'année. Mais je les ai encore et je me disais, ben écoutez, je vais encore entendre quelque chose sur Takpamé, sur Nontien, sur Aklakou et autres, enfin sur avec Tonou que vous avez cité, il y avait une ferme des Kouilabak, il y avait, on l'aidait aussi à l'époque où on était enfant, on allait là-bas. Et je disais, mais je vais entendre des choses qui vont me ramener à mon enfance et tout ça. Mais ce que j'entends là, ça ne ressemble en rien que la décapitation, comment ça s'appelle, kilomètre carré par kilomètre carré d'un pays. D'un pays. Enfin bon, je vais laisser parler parce que je ne vois rien qui peut comment ça s'appelle, cerner exactement cette forme de politique qu'on a mis en place, parce que nous allons tout droit vers un désastre. Et la seule chose dans nos métiers, quand on analyse quelque chose, on ne parle pas de Dieu, on regarde et on parle du factuel. Et là, il faut appeler Dieu au secours, parce que là, on rentre dans la métaphysique pour essayer d'aller trouver une solution ou bien voir clair à travers une analyse qui, normalement, devait se dessiner à nos yeux au vu de ce que nous voyons sur le territoire et ce que ce territoire peut projeter dans l'avenir et qu'on peut avoir une lecture prospective. Il y en a pas. Et ça m'effraie. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas si dans ton université tu as déjà vu des trucs comme ça, mais dites-moi, moi j'en ai jamais vu. Non, mais c'est une vraie, tu as raison, hein, absolument. C'est une vraie bombe à retardement. Quand le régime dit ou tient un discours comme quoi, si je tombe, c'est que vous êtes perdu, effectivement, eh ben, c'est pas un discours, je dirais, qu'il tient avec légèreté. Parce que le système on ne dira pas de colonisation, on ne dira pas, ou qu'est-ce qu'on dirait, d'implantation, n'est-ce pas, des groupes ethniques kabyles, par exemple, dans certaines régions, par la force. Et ensuite, ces terres qui ont été certains se sont appropriés. Il y a eu ils ont fait des enfants. Et il y a des enfants qui sont allés, qui sont recrutés comme militaires. Vous voyez? Et certains, une fois retraités, militaires retraités, reviennent dans la région. Donc, certains sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Alors, comment on pourrait 30 ans, 40 ans ou 50 ans plus tard, remettre ces terres-là aux autochtones avec quand le nouveau gouvernement va arriver. Ça va être difficile d'une certaine manière. Et donc, au même moment, pour que le régime ne tombe pas, on fait de ces lieux des lieux de résistance, c'est-à-dire de soutien au régime, de résistance et de violence. Parce que le régime distribue des armes. On l'a vu dans certains milieux. C'est là où on met les armes. Donc, quand la population va se soulever, pour qu'ils puissent se défendre, parce qu'on va dire, ah, les Kabyles sont en danger. Alors qu'en réalité, c'est pas que les Kabyles sont en danger. C'est le régime qui les utilise comme bouclier pour se maintenir. Et quand le régime est en danger, il essaie de faire d'eux des boucs émissaires. Vous voyez? Et donc, eux aussi, ils sont pris dans cet engrenage qu'ils ne peuvent que se défendre parce que c'est pas toute la population. C'est un chef militaire
ou un militaire à la retraite qui va les rassembler et qui va leur dire qu'il y a menace, prenez les armes, défendez-vous. Et alors que c'est pas vrai. On l'a vu à Lomé, quand il y a eu quand il y a eu des attaques terroristes au nord du pays, dans les savanes, ben, le chef militaire à la retraite, le général Berena, rassemble tous les Kabyais à Lomé. Il est le premier responsable de l'association des Kabyais, des ressortissants Kabyais à Lomé. Il les rassemble. Il y a eu la vidéo qui a été diffusée. Il leur dit, notre pays est en danger. Nous devons nous défendre. Vous voyez? Si le Togo est en danger, est-ce que c'est seulement on rassemble les Kabyais à Lomé par un général pour leur dire notre pays est en danger? Et qu'est-ce qu'il va faire la prochaine étape? C'est de leur distribuer des armes. Donc, c'est cette mentalité qu'on cultive, alors que le général Berena protège son intérêt à lui, protège, n'est-ce pas, ses avantages indus. Mais il va rassembler la communauté kabyle et par un instinct d'appartenance va provoquer cette violence-là en distribuant des armes. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut identifier, puisque la communauté elle-même, si elle n'a pas de problème, ne se sont pas accaparés les terres. C'est la volonté du régime de faire ça d'une certaine manière. Parce que sinon, au départ, il ne devrait pas avoir de problème. Mais il crée le problème. Et ce système ne peut être que maintenu par la force pour survivre. Mais il y a des avantages indus. Il y a des gens qui en profitent. Ces gens-là ne peuvent jamais accepter que le système soit détruit. Supposons qu'on prend un jeune Kabyle qui a fait Evala et qu'on fait de lui un militaire. Et il n'a pas peut-être les compétences pour devenir officier, mais parce que, bon, voilà, il est Kabyle, on fait de lui un colonel. Et la seule façon qu'il ait ce poste-là, c'est pas la répression. C'est en violant, par exemple, à ma vie. C'est en violant Gré, c'est en faisant preuve de barbarie. Alors, comment, et les avantages qu'il ait, c'est pas le recel de criminalité. Comment vous imaginez que ce personnage peut accepter qu'il y a changement au Togo? Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, galon, bien matériel, c'est pas la violence. Ou c'est parce qu'il a été violent qu'on lui a donné ses avantages. Et donc, lui-même, il en tire un intérêt. Vous voyez comment le système est pernicieux. On fait de toi un criminel, mais en même temps, tu gagnes quelque chose en étant criminel. Tu gagnes en grade. Tu gagnes en obésité. C'est-à-dire que tu ne travailles pas, mais parce que tu ne produis rien. En réalité, comme tu n'apportes pas de valeur ajoutée à la production des travailleurs. Tu es là, tu vas au travail, tu tapes les gens, tu blesses les gens, tu fais preuve de cruauté et tu es payé à la fin du mois. Avec ça, tu achètes des terrains, tu as des femmes, tu as des voitures. Comment tu veux que si tu as des armes sur toi et tu menaces? Mais comment tu veux que ce personnage-là, qui tire des avantages de ce système de criminalité, puisse accepter que ça change? Donc, ils seront toujours les défenseurs de ce système et c'est eux qui bloquent le changement au Togo. Et quand tu les entends parler parfois, tu es absolument surpris. Il y a eu des audios, des vidéos où des militaires disaient, il y a un militaire qui disait qu'il avait eu un problème avec la justice, disait qu'il a tué telle personne, que c'est lui qui a éliminé telle personne, et etc., etc., etc. Et il le dit avec une certaine arrogance. C'est ça l'impunité. Donc, il me semble qu'on a créé un système, un monstre, et ce monstre-là, si le régime, ce monstre permet de maintenir le régime, et c'est pourquoi le régime dure, et si jamais le régime devait partir, il devait partir dans le chaos, en faisant massacrer un certain nombre de populations, ou en les incitant à la guerre civile. Et donc, à travers les consciences, nous, on pense qu'on peut renverser la tendance pour dire à tous les Togolais, nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères d'un seul et même pays. Nous avons besoin de travailler, de construire notre pays ensemble. Le régime a semé
les divisions pour créer le chaos, pour créer la violence, pour créer la déflagration. Nous ne devons pas rentrer dans son jeu. Oui, il y a certains qui ont eu des avantages qui ne vont jamais changer. Le cas de colonel Kouloum. Tant qu'il sera en vie, il ne va jamais changer. Oui, mais la sensibilisation fera en sorte que ces gens seront suffisamment... Il est décédé déjà, hein? Il est décédé, oui. Non, tant qu'il est en vie, il va toujours s'accrocher à ce système-là. Vous voyez? Il est décédé en 84, je crois. Non, en 2024, je crois. Donc, non, je donne son exemple pour dire comment. Okay. Ouais. Jusqu'à sa mort, ces gens-là ne vont jamais changer. Donc, ils seront des minorités comme ça, ou des leaders dans certaines communautés qu'il va falloir identifier. Et eux, le rapport de force sera qu'ils seront in fine neutralisés. Mais il faut sauver l'ensemble des communautés pour en arriver est-ce que les terres pourraient être redonnées et tout? Moi, j'ai des doutes là-dessus. D'une certaine manière, il va falloir trouver une solution Non, ils ont fait des titres fonciers, hein. Ils ont déjà les titres fonciers, donc c'est des droits irrévocables, hein. Tous, quand ils ont pris les terres, la première des choses qu'ils font, c'est d'établir un titre foncier sur les terrains. Donc les terrains leur appartiennent. Ils en ont acheté, et je me demande ce qu'ils font vraiment avec ces terrains qu'ils n'exploitent pas. Même les montagnes, ils ont acheté les montagnes. Et à Dany, et sur la route de Palimé, juste après. Ils ont tout acheté. Oui, en nationalisant les terres, ça revient au domaine de l'État. Et c'est cette violence-là que l'État aussi dispose imaginez une nouvelle administration qui arrive et qui applique ces lois d'exception. La nationalisation, les expropriations, la redistribution des terres. Mais ce qui ne devrait pas se produire au Togo, ce sont ces genres de politiques que on va devoir mettre en place pour corriger des actes politiques ou bien des actes de gestion qui n'ont aucun sens. Et c'est terrible. Et de l'un dans l'autre, nous allons aller vers des frustrations qui vont encore durer des décennies et qui va plomber la nouvelle gestion qu'on va mettre en place durant un certain nombre de décennies. Et ça, je ne vois pas pourquoi on en est arrivé là, si c'est juste pour garder un pouvoir. Et ils ne sont pas intelligents parce que ce faisant, on n'arrivera jamais à mettre en place un plan de développement cohérent de l'espace territorial togolais. Et tout ça, regardez la conséquence. Regardons froidement et puis disons, c'est-à-dire quel avenir on dessine pour nous-mêmes et pour nos enfants de demain. Voilà. Alors, enfin bon, je ne sais pas. Je suis là, mais on va voir quelle solution on va pouvoir prendre. Mais là, il y a encore des espaces que tu n'as pas encore abordés, des régions du sud, de littoral que tu n'as pas encore abordées. Mais peut-être que ça va s'aggraver au fur et à mesure. Et si tout l'espace, les 56 000 kilomètres et quelques, bon, je n'ai pas encore, j'ai oublié quelques milliers encore de kilomètres là-dedans, mais si tout cet espace est conçu pareil, imaginez la tâche de la nouvelle administration. Imaginez seulement ça. Que d'autres prennent la parole, parce que je voulais entendre... Ibrahim Traoré pour arriver à faire cette réforme de renationalisation. Et la renationalisation. Et c'est ce qui est absurde, c'est qu'on renationalise les terres d'une nation déjà constituée. Et c'est l'absurde, cette absurdité-là que je voulais que les gens comprennent. C'est vrai qu'on peut le faire, mais généralement on le fait dans des cadres bien précis et de manière très localisée sur un certain nombre d'infrastructures ou bien d'entreprises et autres. Mais on ne le fait pas sur un ensemble de territoires pour essayer d'apporter un semblant de paix. Est-ce que vous voyez là, donc les négociations que les gens vont dans la forme de négociation que le pouvoir, le nouveau pouvoir doit entreprendre.
Et c'est cela. Et ça ne se ferait pas sans casser les œufs, ça ne se ferait pas sans frustrer. Et donc, qui dit frustration, dit mécontentement, dit soulèvement possible, et dit encore, comment ça on appelle, une possibilité d'arrêt de la nouvelle démocratie qu'on va mettre en place. Donc, imaginons un peu ça et essayons de nous projeter. Et tout ce que vous dites là, je le plaçais dans les faits et la prospective et je ne trouve pas de solution. Tu es vraiment dans la gestion, donc tu vas essayer de voir un peu quelle est la nature de la politique qu'on pourrait apporter de la manière corrective pour essayer de récupérer ces espaces-là dans le calme, dans la paix, et d'essayer quand même de faire un plan de développement dans le futur. Si tu y arrives, franchement, moi, je suis déjà vieux, donc je ne sais pas, je sais pas la tâche que les jeunes ont pour pouvoir y parvenir. Je n'arrive pas à l'imaginer. Oui, non, mais ce qu'il faut voir, en fait, quand vous analysez le système RPT, vous retrouvez, je pense que Carlos l'a aussi évoqué, vous retrouvez le système colonial. Tout simplement. Quand vous voyez comment le coup d'État a été fait, l'arrivée de Grunitzky, on revient à l'histoire pour expliquer le présent. Et il y a Dema qui est monté qui n'était pas dans l'armée togolaise lors du coup d'État, qui a été intégré à l'armée après le coup d'État, le 2 février 1963, avec le grade de lieutenant-colonel, et donc sa progression rapide pour devenir chef de l'État. Vous comprenez tout simplement que c'est le mécanisme. Ils se considèrent au Togo comme des étrangers, comme des colons. Ouais, exactement, c'est comme ça que le colon se comporte dans la colonisation. Et c'est la même stratégie qui sont en train d'utiliser pour créer cette zizanie, faire voir certains comment on est en train de défendre leurs intérêts et les monter en cas quand le système doit tomber, et donc ils deviennent des soldats de défense du système et ça crée des guerres civiles. Donc c'est le système colonial dominé, c'est-à-dire qu'on n'a pas tué Olympio pour ramener Olympio au pouvoir. Et donc, la main de la France dans cette stratégie, et vous voyez comment elle intervient toujours pour sauver ce régime, pour l'accompagner. Même devant les choses odieuses comme cette constitution qui a été nuitamment braquée. Et là, c'est silence radio. Donc, vous comprenez que en réalité, c'est dit que c'est un système colonial et colonialiste, mais à travers un groupe de Togolais qui le fait à leur place. C'est ça. Et tant que leur avantage est pris en compte, leurs avantages immédiats, eux, ils ne voient pas pays. Ils ne voient pas nation. Ils voient, moi, je suis dans un village. Du jour au lendemain, on m'a habillé de tenue militaire. J'ai un salaire, j'ai une maison. Je peux envoyer mes enfants à l'école. Je ne ferais pas ça si j'étais resté au village. Et tout ce qu'on me demande, c'est d'aller taper, d'aller tuer, et puis d'aller blesser. Donc, je vais le faire avec zèle. Et plus je le fais avec zèle, plus je monte un truc. Vous voyez comment on peut penser le système de criminalisation au nom d'un pouvoir personnel. C'est-à-dire, on instrumente les autres à devenir des criminels, mais c'est justement pour les intérêts. Donc, on doit étudier la stratégie, parce qu'on ne voit pas cette stratégie-là. C'est très difficile de concevoir un plan pour le remettre en cause. Et la personne qu'on a fait criminelle, lui-même n'en est pas conscient. Parce qu'on met devant lui ce qu'il gagne à la fin du mois, les intérêts impériaux, la facilité, et en même temps, il est menacé pour lui dire, écoute, tu es arrivé là-bas, on l'a dit, je pense que Carlos l'a évoqué ici, on l'a dit à Guéritama, tu es venu ici pour boire du lait, et tu veux compter les vaches. Donc, quand tu veux parler un peu, on va dire, bon, toi aussi, toi qu'on a pris, tu diras, tu vas perdre des avantages. Donc, c'est-à-dire, tu vas dégringoler. Et à cause de cette peur, tu es tellement bien dressé
dans le système pour ne pas perdre les avantages, parce que toi-même, tu en es conscient que ces avantages, c'est des avantages indus. C'est comme ça qu'on arrive à la manipulation, comment on l'appelle, à l'aliénation, à contrôler la conscience des gens, pas le matériel, pas la peur, mais pas ce dispositif-là qui, in fine, permet à un pouvoir de durer. Parce que quand le pouvoir est menacé, c'est pas Faure Gnassingbé lui-même qui va sortir. C'est ce militaire-là, c'est ce Togolais-là qui va se sentir menacé et c'est lui qui va sortir avec des flèches, avec des armes qu'on lui a données entre-temps. Donc, déconstruire tout ça est du travail pédagogique, travail de formation, mais sans beaucoup de moyens face aux moyens que déploie le régime par la corruption. Le choix d'un homme rationnel, entre guillemets, est clair. Vous voyez, il faut que lui-même tombe dans les mailles de ce système avant de le voir se révolter. S'il ne tombe pas, il apprécie. Donc, on a vu des militaires qui se sont révoltés par la suite. C'est parce que eux-mêmes sont tombés par la suite dans le mail. Mais quand ils en profitaient, ça faisait leur affaire. C'est ça aussi l'homme. Donc, je pense que c'est par l'éveil de conscience qu'on devait arriver quand même à leur faire voir un peu ce qu'on fait d'eux, ce qu'on on voudrait qu'ils deviennent et tout la bombe à retardement qu'on crée pour une nation, pour un pays aussi paisible que le Togo. Voilà ce que moi je peux dire. J'aimerais ajouter, pour dire un peu que tout ce monde qui a profité du pays de façon indue, qui ont des terres, qui ont de grandes maisons et de façon inappropriée parce que ils sont avec le système, ils ne résistent que par l'existence du système. Le jour où le système tombe, ils abandonnent tout, hein, ils sont prêts. Et je me souviens, et quand il y a des moments difficiles, quand vous arrivez chez certaines personnes, ils disent, ben, vous voulez quoi? Ben, en tout cas, nous allons repartir chez nous, vous pouvez tout garder. C'est parce que le système politique a toujours de la force qu'il continue aussi de bénéficier de ce privilège-là, d'avoir cette force de se maintenir, de se positionner et de revendiquer ses biens. Mais quand le pouvoir tombe, à des moments donnés, quand le pouvoir bascule ou bien devient flexible et est en train de courber les chines, on les voit, ils deviennent très respectueux et très polis et ils commencent par abandonner. Que bon, voilà, ça, on le sait très bien. Mais je vous ai donné un exemple la dernière fois. Bon, on n'indexe pas les Kabyles, mais en fait, le pouvoir les a exposés tellement que eux-mêmes, ils prennent des dispositions sur certaines choses. Tu ne vas pas voir une autorité, un cadre kabyle, acheter un terrain sur la route d'Anehor. Ils n'achètent pas. Quand tu leur dis, mais tu as construit où? Ils disent, ben, je vais construire où? Ben, je vais construire sur la route de Kara. Mais quand ça va chauffer, c'est celui qui est à Anehor, c'est maintenant qu'il va prendre une voiture pour rentrer à Lomé avant de prendre l'occasion ou bien prendre la route pour aller à Kara. Non, il vaut mieux qu'il construise sa maison, acheter son terrain sur la route de Kara. Là, c'est plus facile pour lui de rentrer. Donc, il y a ce réflexe-là qui est encore dans les gens. Donc, c'est pourquoi comme Tom le dit, il faut à la limite exorciser le système politique du Togo pour que quand il y aura changement, que les gens ne soient pas encore victimes de ce qu'on peut appeler une guerre civile. Parce que ce ne sont pas les gens du Sud qui ne gardent pas une certaine haine. Ils sont incapables d'agir, d'affronter tout simplement parce que le pouvoir est toujours là, et le pouvoir est puissant, ils ont les moyens, on peut les arrêter, on peut les mettre en prison. Mais quand ils vont voir que ce système est en train de courber les chines, vous allez voir, ce sera la débandade du côté de ceux qui ont profité de façon indue des biens du Togo, et du côté de ceux qui sont victimes, ils vont avoir la force pour réprimer. Donc il y a inlassablement une guerre civile qui peut arriver. C'est pourquoi le pouvoir doit comprendre que c'est un jeu dangereux qu'il est en train de jouer en continuant à instrumentaliser les ethnies, à instrumentaliser les langues, à instrumentaliser le pouvoir politique avec la violence pour dominer. Mais si il ne crée pas les conditions pour mettre fin à cette façon de gouverner, mais après, eux-mêmes, ils ne seront pas épargnés. C'est ça. Donc, je pense que c'est le pouvoir qui constitue ce qu'on appelle leur venin. Ils ont le venin parce que le pouvoir est en place. Mais le jour où le pouvoir va tomber, ils vont perdre leur venin.
Ils ne seront plus des serpents, mais des cordes, quoi. C'est ça.